Comme je l'ai dit, donc nous allons redevoir un petit peu notre compréhension de la Chine. Nous allons premièrement regarder un peu une histoire qui a déjà été partagée. L'épine un peu dorsale de cette étude s'est constituée de 2 présentations de l'ancienne thèse, une en octobre 2021 pour le camp meeting canadien qui s'appelle Une introduction à la Chine et l'autre au début de l'année 2022, 2014, la loi de dimanche et la Odyssée où elle ajoute également à sa compréhension. Donc nous allons réviser un petit peu ces présentations, mais tout d'abord, qu'est-ce qui nous donne l'autorisation prophétique de nous intéresser à la Chine? C'est la première question. Donc la première chose à faire, c'est d'examiner les 3 histoires de la loi du dimanche. Donc nous avons l'histoire des millérites, l'histoire de 1888 et notre histoire, l'histoire des 144 000. Chacune de ces histoires commence par le temps de la fin. Est-ce que vous vous souvenez ce que le temps de la fin marque? De quoi est-ce que le temps de la fin marque le début, auquel l'ancienne thèse a fait référence dans ses études? Le temps de la fin marque le début de quoi? Est-ce que vous avez des pensées? Qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces lignes de réforme? Ancienne Terry, est-ce que c'est le début de la fin? Alors, je ne serais pas en désaccord avec ça, mais dans le contexte de cette étude, elle indiquait, alors tu n'as pas tort Marie, hein? La guerre culturelle? C'est le début d'une guerre culturelle. Donc, une guerre entre 2 chemins que la culture doit emprunter. Donc en 1798, la guerre culturelle qui se passe là se limite aux États-Unis. Et l'enjeu, c'est la race. Ou l'esclavage. Donc, elle est limitée à 7 zones géographiques en particulier. Lorsqu'on arrive en 1888, c'est dans cette période, il y a eu des améliorations de communication et de transport, etc. Donc, où se déroule cette guerre culturelle à l'époque de 1888? C'est l'immigration, donc c'est plus large que les États-Unis. Et quel est le mot que nous utilisons? La chrétienté. Et oui, il y a les Juifs, les Irlandais, les Adventistes du 7e jour, les libres penseurs. Et la question est, c'est la religion cette fois-ci. La liberté religieuse. Et ensuite, nous arrivons à notre temps de notre période. Et qu'est-ce qui marque le temps de la fin pour nous? Le World Wide Web, WWW, qui signifie que les problèmes sont maintenant mondiaux. La guerre culturelle va toucher toutes les cultures de la planète. Et c'est quoi le problème qui mine toutes les cultures? C'est l'inégalité des genres. Donc, le fait de comprendre qu'il s'agit donc d'une guerre beaucoup plus large qu'à l'époque des Minérites et de 1888, et qu'il s'agit maintenant d'un problème mondial, cela nous autorise à nous tourner vers d'autres pays. Donc, nous allons nous intéresser à la Chine. Mais pourquoi la Chine en particulier? Nous savons également que nous avons une licence prophétique en raison du magazine The Time of the End, le temps de la fin, et de sa référence au livre des temps, The Times, 1989, l'année qui a défini le monde aujourd'hui. Donc le magazine Times a publié un livre en 2009 pour les 10 ans de 1989 pour souligner
À quel point 1989 était une année charnière dans l'histoire du monde. Et le magazine Times passe en revue l'effondrement de l'Union soviétique, mais dès la première page, l'introduction du livre mentionne l'année où l'histoire s'est arrêtée. Et bien sûr, c'est une autre manière d'expliquer l'époque de le temps de la fin. Et l'image qui y figure, c'est celle du tankiste devant l'APL, l'Armée populaire de libération, sur la place de Tiananmen. Il est dit que les événements sans précédent d'il y a 20 ans ont déclenché des forces qui façonnent encore notre monde aujourd'hui. Donc c'est donc ce livre-là qui a été cité à maintes reprises pour de très nombreuses raisons et de très nombreuses questions qui sont liées à 1989. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle nous avons le droit légitime de nous intéresser à la Chine. C'est un sujet de la prophétie biblique. Et l'autre raison qui a attiré mon attention sur la Chine, la raison pour laquelle je suis retournée dans ces études, c'est qu'est-ce qui s'est passé en mars cette année? Est-ce que quelqu'un se souvient le nom du pacte de sécurité trilatéral que l'Australie a conclu en septembre 2021? C'était quoi le nom? AUKUS. AUKUS. Qui signifie? Australia, UK, US. Australie, Royaume-Uni, États-Unis. Un pacte de sécurité trilatéral. Et c'est de là... Alors, je vais lire un extrait du Guardian. Donc, il a été annoncé le 15 septembre 2021 pour la région Indo-Pacifique. En vertu de ce pacte, les États-Unis et le Royaume-Uni aideront l'Australie à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire. Donc ça, c'est tout ce qu'on a dit en septembre 2021, c'est tout ce qu'on nous a dit. Tout le reste était assez vague, très silencieux. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient, c'est-à-dire comment ça va se coûter, qu'est-ce que ça implique. La situation était très calme pendant longtemps donc. Et en mars de cette année 2022, je vais lire un article du Guardian. Le 14 mars 2023, l'Australie va se lancer dans l'une de ses tâches militaires les plus importantes, les plus coûteuses et les plus lourdes de conséquences géopolitiques depuis un siècle. L'acquisition, l'exploitation et à terme la construction de sous-marins nucléaires. Le programme devrait coûter entre 268 milliards et 368 milliards d'euros d'ici le milieu des années 2050, dont la majeure partie au-delà de la première période budgétaire de 4 ans et dépendra de l'aide des États-Unis et du Royaume-Uni. Donc c'est bien au-delà de notre budget. Et si vous avez vu les nouvelles d'aujourd'hui, l'armée n'est pas vraiment contente de cela parce qu'elle a dû faire face à de nombreuses réductions parce que l'argent doit aller à la marine et non pas à l'armée. Donc ça, c'était ce qu'on a appris aujourd'hui. Mais c'est beaucoup d'argent pour lequel nous avons signé et nous ne pouvons pas sortir de cet accord. Cela nous mènera jusqu'en 2050. Et bien sûr, il y a des questions sur la technologie, ce qu'un sous-marin nucléaire, un sous-marin à propulsion nucléaire peut faire aujourd'hui pour détecter et échapper à la détection. Il ne pourra peut-être pas le faire dans 10 ou 20 ans. Donc il y a encore beaucoup de questions à ce sujet. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a déclaré que le plan AUKUS Plan marquait un nouveau chapitre dans les relations entre les trois pays, alors qu'il rejoignait le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Rishi Sunak pour l'annoncement de l'accord à San Diego. L'accord AUKUS que nous confirmons ici à San Diego représente le plus grand investissement dans la capacité de défense de l'Australie dans toute notre histoire, a-t-il déclaré. C'est également le plus grand transfert de richesse jamais réalisé de l'Australie vers un autre pays. Et oui, beaucoup de questions se posent quant à savoir si cette technologie en vaut la peine, mais ce n'était certainement pas le cas pour notre ancien Premier ministre, Paul Keating, qui l'a critiqué amèrement et l'a qualifié de pire accord de toute l'histoire, ce qui n'est pas peu dire. La Chine a réagi en disant que l'Australie participait à une course aux armements, mais les États-Unis parlent de dissuasion intégrée. Donc quand vous voyez le mot dissuasion, c'est synonyme de course aux armements. Et nous faisons désormais partie de cette intégration avec les États-Unis et le Royaume-Uni.
Tout cela donc se produit à cause de la Chine, qui est très présente dans l'Indo-Pacifique, qui affecte un grand nombre de nos nations insulaires, ainsi que l'Australie, dans le Pacifique et l'Australie également. Donc quelques raisons qui nous intéressent pour regarder à la Chine. Donc nous allons réviser un petit peu l'histoire. Et on ne fera pas la ligne complète aujourd'hui, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris la ligne de réforme, je l'ai réduite à la fin, parce que on va pouvoir arriver peut-être à 2001. On verra en tout cas. Et nous allons voir ce que nous pouvons apprendre de la Chine jusqu'à présent. N'oublions pas que la loi du dimanche s'inscrit dans le contexte d'une guerre culturelle. Et l'autre raison prophétique pour laquelle nous nous intéressons à la Chine, c'est sa relation avec la Russie. La Russie est le roi du Sud. Et donc lorsque nous considérons que le roi du Sud pendant la Seconde Guerre mondiale était l'Allemagne, mais que l'Allemagne avait des alliances avec l'Italie, nous savons que nous pouvons regarder d'autres nations qui se sont également alliées avec la Russie, comme nous avons regardé également des nations qui étaient en alliance avec l'Allemagne. Donc ce n'est pas simplement n'importe quel pays que nous regardons là, l'examen de la Chine revêt une importance prophétique. Donc nous allons commencer en 1949. La troisième plus grande guerre de toute l'histoire, c'est la guerre civile chinoise. On pense à la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, mais la guerre suivante, la plus importante, c'est la guerre civile chinoise. Elle a commencé en 1927. Et elle s'est déroulée en 2 phases parce que, à cause de la Seconde Guerre mondiale, les combats s'étaient un peu calmés dans la guerre civile chinoise et parce qu'ils ont dû aller combattre les Japonais. Donc la deuxième phase de la guerre civile chinoise commence donc en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et elle oppose les forces communistes dirigées par Mao Zedong au Parti nationaliste, un gouvernement autoritaire qui dirigeait la Chine. Donc le vainqueur de cette guerre, c'est Mao Zedong. Et Mao Zedong, j'aurais dû plutôt écrire la révolution chinoise. Donc Mao Zedong. Donc la Chine devient un État à parti unique dirigé par les communistes. L'État donc, c'est la République populaire de Chine. Et le parti, c'est le Parti communiste chinois. Ou le PCC. Et bien sûr, l'armée, c'est l'armée populaire de libération. Alors, ils combattaient Chiang Kai-shek. Je vais juste écrire Chiang. Il était le chef du parti nationaliste. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fui à Taïwan. Donc je vais donc marquer Taïwan ici. Et ils ont créé la République de Chine. Donc, on a un problème en 1949. Le problème, c'est qu'il y a 2 Chines. Il y a la République populaire de Chine. Alors, désolé, oui, donc on a la République de Chine.
Donc ils vont commencer à faire pression sur d'autres pays pour être reconnus diplomatiquement comme la Chine légitime. Donc, qui est la Chine? Les communistes disent nous sommes maintenant la Chine, mais la République de Chine et Taïwan disent que nous sommes la Chine légitime. Et ça va continuer pendant un certain temps. La Russie a financé et a soutenu les communistes, comme on pouvait s'y attendre bien sûr. Staline a injecté de l'argent dans le parti communiste chinois tout au long de la révolution. Il reconnaissait donc d'emblée que la République populaire de Chine j'ai l'impression d'avoir écrit pas la bonne. Non, c'est bon. Mais d'autres pays tardent à se relier à cette idée. Donc même si la Russie a soutenu le Parti communiste, les choses commencent à se gâter entre les deux pays. En 1959, nous marquons la séparation sino-soviétique. Et la Russie et la Chine vont rester ennemis jusqu'en 1989. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a des conflits frontaliers, il y a des différends idéologiques sur ce qu'est le communisme. Mao Zedong n'est pas satisfait de Khrouchtchev. Donc Staline meurt en 1949 et 59. Khrouchtchev prend le relais. Et nous avons déjà vu comment est-ce que Khrouchtchev a essayé de commencer la déstalinisation de la Russie. Vous vous souvenez du discours qu'il a prononcé sur le culte de la personnalité et ses conséquences. Eh bien, ça n'a pas été très bien accueilli par Mao Zedong et non plus lorsque la Chine a fait marche arrière lors de la crise des missiles de Cuba. Donc les deux pays sont divisés sur le plan idéologique, ils se font la guerre, plutôt se disputent sur les frontières et les choses commencent vraiment à tourner mal. L'autre point à noter, c'est le Tibet. Donc la Chine occupe le Tibet depuis sa victoire en 1949. Donc en 1950, elle s'est emparée également du Tibet. Et en 1959, les Tibétains se sont révoltés. Donc l'APL, l'armée, se trouvait à Lhasa, au Tibet, et a invité le Dalai Lama à venir prendre du thé. Et lui ont dit, nous voulons que vous veniez nous rencontrer, mais vous ne devez pas être accompagné d'agents de sécurité, personne ne doit vous accompagner, vous venez tout seul pour prendre le thé. Les gens n'étaient pas si stupides, ils ont dit non, et des milliers de personnes ont marché sur le palais du Dalai Lama, où il vit dans ce temple, pour le protéger. Donc c'était le début d'une grande révolte. Donc, ce que la Chine a fait, c'est en fait écraser cette révolte d'une manière très très forte. Donc elle a pris le contrôle du Tibet. Le Dalai Lama et beaucoup de ses partisans sont partis et depuis vivent en exil. Donc c'était vraiment une répression très brutale de la révolte qui se déroulait au Tibet. Depuis ce jour-là, on estime qu'environ 1,2 million de Tibétains ont été tués. En 1960, il a été annoncé que le gouvernement chinois
commettait un génocide à l'encontre des Tibétains. Donc ici en 1949, c'est là que les premiers signaux d'alarme sont présents sur les droits de l'homme en Chine, et c'est par rapport au Tibet. En 1969, il y a une guerre entre la Russie et la Chine. Et ça, c'est par rapport à la frontière. Et c'était une guerre assez sérieuse, elle a failli devenir nucléaire. Elle a pu être apaisée de peu. Ils avaient commencé à se disputer au sujet des frontières avant cela, mais la situation s'était aggravée en 1969. En 79, pardon. Donc avant 1979, les États-Unis et la République populaire de Chine n'avaient jamais établi de relations diplomatiques formelles. Pardon. Ça, c'est la période de la guerre froide, et la guerre froide est très complexe. Donc nous pensons de la guerre froide comme opposant les États-Unis et la Russie, mais à cette époque, il y avait également la guerre de Vietnam. Donc les choses deviennent très compliquées. Dans la guerre du Vietnam, opposait les États-Unis au régime communiste au Vietnam. Donc le gouvernement américain de Nixon a donc commencé à penser peut-être nous devrions nous rapprocher d'au moins d'un de ces éléments communistes qui soutiennent les Nord-Vietnamiens. Donc ils ont commencé à faire des ouvertures diplomatiques, amicales aux Chinois. Et au cours des années 70, il y a eu de nombreuses négociations entre la Chine et les États-Unis. Et elles ont abouti en 1979 à la reconnaissance publique ou formelle par Jimmy Carter de la République populaire de Chine. Donc comme étant la Chine légitime. Il s'agit donc d'une reconnaissance formelle. Les États-Unis reconnaissent formellement la RPC. Je lis de History.com dans l'une des annonces les plus spectaculaires de la guerre froide. Le président Jimmy Carter déclare qu'à partir du 1er janvier 1979, les États-Unis reconnaîtront officiellement la République populaire communiste de Chine et rompront leurs relations avec Taïwan. Donc ici, ce que nous avons, c'est une Chine. Donc ce que nous voulons noter ici, je vais essayer de le retrouver. Je veux vous lire ce que Jimmy Carter a dit. La partie officielle de l'annonce officielle. Les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine sont convenus de se reconnaître mutuellement et d'établir des relations diplomatiques à partir du 1er janvier 1979. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique reconnaît la position chinoise selon laquelle il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan fait partie de la Chine. Donc ça, c'était l'annonce officielle. Et je voudrais que vous remarquiez l'imprécision de cette déclaration. Ce que les États-Unis ont dit, c'est on reconnaît que vous dites, que le Parti communiste affirme que vous êtes une seule Chine, que vous êtes la Chine légitime et que Taïwan fait partie de votre Chine. Mais ils ne disent pas qu'ils sont d'accord avec cette déclaration.
Et depuis, donc, ça a été une source de problèmes entre les deux pays. Il y a cette reconnaissance donc diplomatique du fait que la RPC est le chef de la Chine, mais cela ne veut pas dire que Pékin, en fait, n'est pas content. Elle a estimé que l'Amérique n'est pas assez loin, et ce pour de bonnes raisons. Ils ont été très intelligents dans la manière dont ils l'ont exprimé. Dans le même temps, l'Amérique est divisée. Donc, lorsque Jimmy Carter déclare que nous reconnaissons le Parti communiste comme le gouvernement légitime, de nombreux hommes politiques n'ont pas été satisfaits parce que c'est la guerre froide et on s'acoquine avec les communistes. Donc, ce que le Congrès a fait en 1979, le Congrès a adopté la loi sur les relations avec Taïwan, le Taiwan Relations Act. Donc on a ainsi le pouvoir exécutif qui déclare que la Chine, que les communistes sont les dirigeants légitimes de la Chine, et le Congrès qui adopte une loi sur les relations avec Taïwan. Et c'est à ce moment-là que l'Amérique a déclaré qu'elle assurait ses arrières. Les États-Unis sont engagés à protéger Taïwan de certaines manières, sans dire explicitement que leur armée se portera à la défense de Taïwan. Donc c'est un peu deux choses à la fois là. Et oui, donc les choses n'ont pas été très bonnes entre la Chine et les États-Unis. Elles se sont améliorées, mais elles ne sont toujours pas satisfaites de la manière dont tout cela a été fait et formulé. Donc, y a-t-il deux Chines? Y a-t-il une seule Chine? Et laquelle est la Chine légitime? Donc, les États-Unis ont-ils vraiment soutenu le parti communiste dans ce pays? Donc ça, c'est pour 1979. L'autre élément qui marque l'année 1979, c'est le début de la croissance de l'économie chinoise. Il y a donc des réformes économiques. Ça, c'est une période importante pour la Chine. Elle se séparait ainsi de la manière dont elle gérait le pays sous Mao Zedong. Et la Chine maintenant s'apprêtait à changer de tactique dans la gestion de son économie et de son industrie. Donc il y a trois fils conducteurs que nous voulons vraiment suivre à travers cette ligne. Les relations entre la Chine et la Russie, les relations entre la Chine et les États-Unis, qui impliquent également Taïwan, et l'autre, c'est le fil des droits de l'homme. Et ces trois sont liés. Donc, nous les examinons donc un peu séparément, mais elles sont étroitement liées. Ici, donc, nous voyons les États-Unis, qui reconnaissent officiellement le gouvernement chinois. Nous voyons des réformes économiques. Mais un autre élément important a été introduit en Chine en 1979. Et ça, c'est la politique de l'enfant unique. Alors, je vais vous lire par rapport aux réformes économiques. En 1978, peu après la mort du président Mao, le gouvernement chinois a décidé de rompre avec ses politiques économiques de type soviétique en réformant progressivement l'économie selon les principes du marché libre et en ouvrant le commerce et l'investissement avec l'Occident, dans l'espoir d'accroître considérablement la croissance économique et d'augmenter le niveau de vie. Donc ces réformes économiques visent à accroître les relations commerciales avec l'Occident. La Chine, donc, veut faire partie du grand monde. Et le monde, l'Amérique commence à se rendre compte de l'importance de la Chine dans les années 70. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle ils ont commencé à essayer d'arranger les choses avec eux. Donc, de 1979 à 2018, le PIB réel annuel de la Chine s'est élevé en moyenne à 9,5%. Cela signifie qu'en moyenne, la Chine a pu doubler la taille de son économie en termes réels tous les 8 ans. Donc ces réformes économiques ont donc été mises en place en 1979 et elles ont vraiment fonctionné. C'est la croissance la plus rapide d'une économie dans l'histoire connue, à partir de 1979 ainsi.
Également, en 1979, nous avons la politique de l'enfant unique qui a été introduite. Elle a été annoncée en 1979, mise en œuvre en 1980, appliquée en 1981 et inscrite dans la Constitution en 1982. Et ensuite, elle a été abolie en 2021. Donc, parlons un petit peu de la politique de l'enfant unique. Comme l'a dit un commentateur, la politique chinoise de l'enfant unique est peut-être la plus grande expérience sociale de l'histoire de l'humanité. Le XXe siècle a vu l'avènement de la planification familiale moderne, qui a limité la fertilité de centaines de millions de couples dans le monde en raison des inquiétudes suscitées par le taux de croissance démographique sans précédent de la planète au milieu du XXe siècle. Certaines agences d'aide et organisations internationales ont commencé à soutenir la mise en place de programmes de planification familiale. Une quarantaine d'années plus tard, au milieu des années 1990, des programmes de planification familiale à grande échelle étaient en place dans 515 pays. Donc au milieu du XXe siècle, de nombreux pays commençaient à discuter un petit peu de la croissance démographique et cela suscitait des inquiétudes. Donc le planning familial a été introduit dans le monde entier et dans de nombreux endroits. La politique chinoise de l'enfant unique est le plus grand des programmes du planning familial du monde. Dans les années 70, après 2 décennies d'encouragement explicite de la croissance démographique, les responsables politiques chinois ont commencé à adopter une série de mesures pour la freiner. La politique de l'enfant unique a été officiellement lancée en 1979 et fermement établie dans tout le pays en 1980. C'était la première fois que la politique de planification familiale devenait une loi officielle en Chine, à la différence des politiques de contrôle des naissances dans de nombreux autres pays. Elle attribuait à chaque couple un quota obligatoire de 3 naissances générales. Donc dans tous les autres pays, la participation était volontaire, mais la Chine c'était différente parce que c'était obligatoire, donc c'était une loi. Selon la Banque mondiale, le taux de fécondité en Chine est passé de 2,81 en 1979 à 1,51 en 2000. La baisse du taux de fécondité a probablement profondément affecté le marché du travail chinois. Donc la politique chinoise de l'enfant unique était le plus grand projet d'ingénierie sociale de l'histoire de l'humanité, qui plaçait l'autonomie reproductive des femmes au centre de ses préoccupations. Avant la politique de l'enfant unique et d'autres initiatives de contrôle des naissances menées par l'État, l'avortement et les services de contraception étaient encouragés pour faciliter l'entrée des femmes sur le marché du travail et pour protéger les soins maternels. Donc, avant 1979, il existait un planning familial et il y avait également des services d'avortement et de contraception. C'était disponible. C'est ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient obtenu des réformes économiques. Ils avaient besoin de gens. Ils avaient besoin de travailleurs. Des hommes et des femmes. La politique de l'enfant unique, avec l'avènement des réformes de l'économie du marché, cette approche de l'intégration des femmes dans le monde du travail s'est effondrée. On aurait pu penser que cela aurait aidé les femmes à entrer sur le marché du travail. Non. Si certains spécialistes ont souligné les avantages évidents des réformes de l'éducation et de l'émancipation des femmes, d'autres estiment que, bien que les femmes aient acquis de plus en plus de compétences pour concurrencer les hommes sur le marché du travail, la discrimination fondée sur le sexe s'est accrue dans le même temps. Après la réforme, la Chine a vu renaître les croyances de la tradition patriarcale dans l'essentialisme des sexes, l'accent mis sur les différences biologiques et la relégation du statut des femmes en tant que travailleuses inférieures. Et cela provient d'une étude réalisée en 2019 par Li et Jiang. C'est une étude assez connue. Ce qu'elle montre, c'est que, en fait, tout a régressé pour les femmes à partir de 1979 avec les réformes économiques, la politique de l'enfant unique
Et comme nous le voyons, l'augmentation des valeurs traditionnelles que le Parti communiste avait besoin d'inculquer pour contrôler la population. Et donc, tout cela a conduit à une situation très difficile pour les femmes et les jeunes filles. Les adoptions de filles des filles étaient abandonnées, étaient adoptées. Je pense qu'il y a environ 150 000 filles qui ont été adoptées aux États-Unis au cours de cette période, des filles. Infanticide féminin, il s'agissait donc de filles qui étaient tuées ou disparues, soi-disant, ce qui signifie que personne ne sait ce qui est arrivé à de très nombreuses filles. On les appelle simplement les filles disparues, présumées mortes. En plaçant la capacité de reproduction des femmes au cœur d'une politique gouvernementale majeure visant à freiner la croissance démographique pour faciliter la modernisation économique, l'État chinois a compromis son engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'émancipation des femmes. Bien qu'une partie des femmes urbaines éduquées ait bénéficié de cette politique, car elles ont eu la priorité d'être enfants uniques et de ne pas avoir à rivaliser avec un frère ou une sœur pour obtenir les ressources de leurs parents, il ne reste pas moins qu'elles ont bénéficié de l'aide de l'État. Et la plupart des femmes ont malgré tout subi des traumatismes physiques et psychologiques. La politique de l'enfant unique a entraîné un déséquilibre du rapport de masculinité, ce qui a eu des conséquences sociales inattendues pour la cohorte croissance des célibataires chinois. Donc des traumatismes physiques et psychologiques, il y a eu des avortements forcés, des femmes qui ont été attachées. Ces processus n'étaient ni propres, ni sûrs, ni indolores. La contraception forcée, les stigmates qui pesaient sur les femmes pour leur grossesse étaient toujours surveillés par les hommes, même si les vasectomies étaient quelque peu utilisées, il y avait toujours le stigmate d'une vasectomie qui enlevait à l'homme sa virilité. Donc elle n'était pas très très répandue. Donc oui, c'était vraiment une époque terrible. Mais elle s'est poursuivie, elle n'a pas cessé. Donc j'aimerais faire un saut en avant, là maintenant, parce qu'en 1979 a débuté la politique de l'enfant unique et elle a été abolie en 2021. Donc en 2016, le gouvernement chinois a déclaré qu'il est possible d'avoir 2 enfants. Et ensuite, en 2021, ils ont dit « Ok, vous pouvez avoir 3 enfants ou plus, abolissons tout ça. » Donc on pourrait penser qu'il s'agit donc d'une pratique terrible et d'ici là, les choses vont vraiment s'améliorer pour les femmes. Mais en fait, c'est pire. Pourquoi est-ce que ça serait pire? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui pourrait aggraver la situation des femmes maintenant que cette pratique a été abolie? Quelles ont été les conséquences à long terme? Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment? Je crois que c'est ça, hein, c'est 30 millions. Alors attendez, j'essaie de trouver le bon chiffre. Pour que je ne me trompe pas. 30 millions d'hommes de plus que de femmes. Donc si vous avez une vingtaine d'années environ, aujourd'hui en 2023 en Chine, et que vous n'êtes pas marié, il y a un nom pour vous. Vous êtes appelé à un laissé pour compte. Parce que pour la société et le gouvernement, la pression qui est exercée sur vous pour que vous vous mariez est énorme. Il n'y a pas assez de femmes. Je vais vous montrer un graphique. Donc ici, vous voyez en 1979, lorsque la politique de l'enfant unique entre en vigueur, les taux de natalité augmentent et diminuent progressivement. En 2016, on annonce qu'on peut désormais avoir 2 enfants. Est-ce que tout le monde commence à avoir 2 enfants? Non. Il y a des générations, elles sont habituées à n'avoir qu'un seul enfant. Et compte tenu des contraintes économiques, en fait, elles ne le font pas. Il y a de nombreux facteurs qui expliquent pourquoi ils n'ont plus d'enfants. Ils ne se reproduisent pas au rythme souhaité par le gouvernement. Et c'est pour ça que le nombre d'enfants a baissé. Et donc oui,
Ça se passe de commentaires, hein, je suppose. Hein. Les femmes qui sont toujours célibataires au milieu de la vingtaine sont qualifiées de shengnu, laissées pour compte. Le passage à une politique de planification familiale pour 2 enfants a ajouté une pression supplémentaire sur les femmes pour qu'elles aient des enfants, mais n'a pas conduit à une augmentation du taux de natalité comme le montre le graphique. La Chine est faussée, cela vient d'un article de Vice. Le sexe ratio asymétrique de la Chine à la naissance, qui résulte lui-même de l'avortement sélectif des fœtus féminins, est souvent accusé d'être à l'origine du commerce des mariés. Mais les activistes affirment que la cause première est l'idée que les femmes sont la propriété de leur père, de leurs frères et de leur mari, sans qu'elles puissent le faire de leur propre plein gré. Tout en essayant de préserver la stabilité des familles et de stimuler le taux de natalité, les autorités ne protègent pas les femmes de la traite, de la violence sexuelle et d'autres abus domestiques, affirment les activistes. Donc là, nous assistons à une augmentation, en fait, de la traite des femmes et de l'esclavage. L'année dernière, en 2022, une femme a été retrouvée enchaînée dans une étable. Elle avait donné naissance à 8 enfants. Et lorsque cette affaire a fait la une des journaux en Chine, tout le monde a été horrifié. Je crois qu'il y a 8 personnes qui se sont retrouvées en prison. Le mari a été condamné à 9 ans de prison et les gens n'étaient pas satisfaits parce que c'était pas assez. Mais c'est le type de choses qui se passe. Il y a un trafic de femmes et l'introduction donc du prix de la mariée. Maintenant, si vous êtes un homme, la pression est aussi sur vous parce que vous allez devoir avoir un appartement, une voiture et de l'argent à la banque si vous voulez une femme. Alors oui, les femmes sont vraiment des biens. Il faut les acheter. Donc il y a 30 millions d'hommes de plus que de femmes. Donc comment le gouvernement envisage-t-il d'équilibrer le ratio homme-femme en Chine? Ils ont toutes sortes de projets, en partie économiques. Mais que font les hommes qui ne peuvent pas se marier? Ce qui se passe et ce qui se passe actuellement en Chine, ils ne trouvent pas d'épouse. Et donc il y a une augmentation de trafic d'épouses. Elles sont enlevées du Cambodge, du Vietnam. Ils prennent des femmes en situation de handicap parce qu'en fait, elles ont juste besoin d'être des reproductrices. Et donc, on suppose que les familles vendent leurs filles en situation de handicap pour obtenir un prix. Donc, un tiers des femmes victimes de la traite sont en situation de handicap. Dans certains cas, il y a un homme en situation de handicap dans un village et le village va se réunir, va collecter de l'argent pour acheter une épouse à cet homme. Et les fonctionnaires vont arriver, la police va arriver et dire « mais c'est pas bon, ce trafic c'est illégal » et les gens risquent de se révolter. Ils viennent de dépenser de l'argent pour acheter une femme. Donc le gouvernement a le choix. Est-ce qu'on maintient la stabilité ou est-ce qu'on fournit des services pour protéger les droits des femmes? Et la priorité est donnée à la stabilité du pays. Et même si l'affaire est portée devant le tribunal, le juge va dire « écoutez, je suis désolé, vous avez été victime de la traite des êtres humains, c'est vraiment horrible, mais vous savez, vous êtes mariés maintenant, on va faire en sorte qu'ils s'excusent, vous avez des enfants, donc on va faire en sorte que tout se passe bien. » Et c'est ce qui se passe dans le pays. Donc que ce soit ici avec la politique de l'enfant unique ou ici avec les restes, hein, les laissés pour compte, les choses ne se sont pas améliorées. Elles sont même empirées pour les femmes en Chine. Donc là, c'est une question de droits de l'homme. Parce que les droits des femmes sont des droits de l'homme. Et nous allons voir que tout cela est exposé à la vue du monde entier. Le monde a vu ce qui s'est passé au Tibet. Le monde a vu ce qui se passait avec la politique de l'enfant unique. Et cela va continuer. Le monde dit des choses, mais ne fait pas attention parce que la priorité, c'est quoi? C'est l'économie. Cela nous ramène à 1989. C'est probablement là que nous allons nous arrêter.
En 1989, donc, 30 ans se sont écoulés depuis la violente répression des manifestants au Tibet et on craint qu'ils ne veuillent manifester à nouveau. Donc le gouvernement chinois s'inquiète pour le Tibet. Il y a eu des manifestations qui se sont multipliées au Tibet jusqu'en 1989. Donc le gouvernement chinois envoie l'APL à la frontière. Et une fois de plus, la répression est massive et la loi martiale est instaurée. Des centaines de personnes meurent au Tibet. Donc nous commémorons le Tibet en 1989. Et je vais lire... Ben voilà. Donc c'est tiré du New York Times de mars 89. Les experts du Tibet, estiment que l'agitation anti-chinoise représente le défi le plus sérieux lancé au pouvoir de Pékin depuis le violent soulèvement qui a commencé il y a 30 ans cette semaine. Les 3 jours d'affrontement de cette semaine sont les derniers d'une série de manifestations organisées au cours des 18 derniers mois par des Tibétains réclamant l'indépendance ou protestant contre ce qu'ils considèrent comme des politiques chinoises discriminatoires. Ok. Il poursuit en disant « Certains spécialistes de la Chine estiment que la décision de Pékin d'imposer la loi martiale à Lhasa, une mesure tout à fait inhabituelle, a été en partie motivée par une série de menaces récentes pesant sur le contrôle communiste. Il s'agit notamment de l'inflation, de la corruption généralisée des fonctionnaires et des signes d'indépendance locale contre la migration soudaine de centaines de milliers de travailleurs vers la région de Canton, dans le sud du pays à la recherche d'un emploi. Selon Merle Goldman, professeur d'histoire à l'université de Boston, la plus grande crainte du parti est que la perception d'une perte de contrôle conduise à des manifestations d'étudiants puis de travailleurs et que tout le pays échappe alors à tout contrôle. Donc les choses ne vont pas très bien pour la Chine au début de l'année 1989. Et ils ont peur que s'ils n'attaquent pas le Tibet, la situation ne devienne en fait incontrôlable par rapport aux manifestations d'étudiants et d'ouvriers. Donc ils instaurent la loi martiale au Tibet, une loi brutale. Mais les Chinois, en fait, n'y prêtent même pas attention, parce que c'est ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, c'est ce qu'ils font, voilà. C'est ce que l'armée fait avec d'autres personnes. Ils vont jamais le faire pour nous. Mais il y a un mécontentement qui grandit au sein même de la Chine. Nous pensons souvent aux manifestations menées par les étudiants et nous commémorons la mort de Hu Yaobang, qui était un réformateur de premier plan au sein du gouvernement et qui souhaitait avoir plus de transparence et de réformes économiques. Et il souhaitait donc une meilleure liberté de la presse et il est mort en avril. Et il n'a pas eu de reconnaissance du gouvernement tel que le peuple aurait souhaité. Ils ont l'impression que leurs espoirs pourraient s'éteindre avec la mort de cet homme. Et c'est là qu'on voit donc des étudiants sortir manifester dans Pékin, partout. Il y a des manifestations dans tout le pays. Elles ne vont pas seulement être le fait des étudiants, il y a des élites, des intellectuels qui veulent une augmentation de salaire, il y a des travailleurs qui ne sont pas contents. Mais il y a aussi une étude où ils disent que
Ils disent en fait qu'il y a de nombreuses raisons, bien sûr, à cette vague de mécontentement, mais qu'il y a aussi un effet viscéral dû à la politique de l'enfant unique. Les gens sont très mécontents de cette politique, et c'est aussi ce qui est à l'origine de ces manifestations. Donc le 4 juin, Hugh Hyo-bang meurt. Son corps est finalement transporté au monument des héros de la place de Tiananmen et de nombreuses personnes viennent protester et manifester. Et le 4 juin, nous voyons le massacre. Le massacre de la place Tiananmen. L'armée ici est à la frontière tibétaine. Il va falloir un certain temps pour qu'il rentre à Pékin. Et lorsqu'elle arrive, elle va réprimer ces manifestations. Donc les manifestations ont commencé le 15 avril et ont été réprimées par la force le 4 juin, lorsque le gouvernement a déclaré la loi martiale et envoyé l'armée populaire de libération occuper des parties du centre de Pékin. Les estimations du nombre de morts varient de plusieurs centaines à plusieurs milliers, avec des milliers de blessés. Des chars militaires sont entrés dans Pékin, où les soldats ont ouvert le feu avec des fusils d'assaut sur les manifestants non armés qui tentaient d'arrêter leur progression. Donc je vais vous lire un extrait d'une revue scientifique. Beaucoup de ces informations, en tout cas sur la place de Tiananmen, ne sont pas connues parce qu'elles ont été supprimées. Mais ces dernières années, il y a eu des journaux intimes et des documents qui ont été divulgués par la Chine. Et les chercheurs sont en mesure de donner plus de chiffres et d'avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé. Donc on estime que le nombre de personnes décédées cette nuit-là avoisine les 2000. Le Parti communiste chinois a parlé de quelques centaines de personnes. Le chiffre le plus élevé est d'environ 10 000, mais il s'agit probablement de 2000 personnes. Et tout cela s'est passé la nuit. C'est pour ça que la photo de Tiananmen, c'est une bonne photo, mais elle n'est pas vraiment représentative de ce qui s'est passé cette nuit-là. Parce que tout s'est passé dans l'obscurité. Et si vous étiez un manifestant, on vous tirait dessus. Si vous aviez un appareil photo, on vous tirait dessus. Si vous alliez sur la place pour voir ce qui se passait, on vous tirait dessus. Si vous alliez à votre fenêtre pour regarder ce qui se passait, on vous tirait dessus. Des gens se sont fait tirer dessus parce qu'ils ont été à la fenêtre pour fermer les stores parce qu'ils n'aimaient pas le bruit. Des gens ont été abattus parce qu'ils allaient sur la place pour vendre leurs pastèques. Donc c'était vraiment une répression très très brutale. Et là, il y a eu beaucoup de colère politique personnelle, de traumatisme personnel par rapport à la politique de l'enfant unique que le gouvernement n'avait pas pris en compte. Donc le gouvernement... Donc ces chercheurs découvrent que nous pensons qu'il s'agit d'une manifestation menée par des étudiants, mais qu'en fait c'était beaucoup plus large que cela. Et alors commence ce qu'on appelle la purge sans fin. La Chine, les Chinois l'appellent le travail de nettoyage et de tri. Et ce que cela signifie, c'est que tous ceux qui ont participé à une manifestation ou ont été à porter des bannières ou ont donné de l'argent aux étudiants, tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre doivent avouer et rendre compte de leur compréhension erronée. Et il existait pour cela des formulaires standardisés. Donc vous deviez remplir un formulaire dans lequel vous indiquiez ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, pourquoi vous aviez tort, et pourquoi vous pensiez que le gouvernement avait raison, et vous deviez le signer. Et chaque membre du parti devait se réinscrire.
Donc cela a donc marqué un tournant dans l'histoire de la Chine, où il fallait maintenant mentir pour se protéger, ou se taire pour se protéger. Donc les gens ne parlent pas de cela, des événements de la place Tiananmen ou des événements qui l'ont entouré. Et on en reparlera lorsqu'on regardera 2021, parce que les gens parlent, mais ils ne parlent pas ouvertement. Donc dans notre période, ce que nous avons, c'est ce qu'on appelle des dissidents silencieux. Donc les gens, c'est comme un contrat social en fait. Ok, on va se taire. Vous nous assurez la stabilité économique, vous répondez à nos besoins et nous nous tairons. Mais ils ne sont pas contents. Et malheur si le gouvernement ne tient pas sa promesse. Donc tout cela se passe un petit peu dans l'ombre. Mais la purge sans fin commence ici, elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Elle ne se termine pas. La purge représente le moment où on en est forcé de se soumettre en public à un ordre qui a été imposé violemment par une armée qui est venue et a tiré sur le peuple. Vous n'avez pas le droit de dire ce qui n'allait pas, vous n'avez pas le droit d'en parler, vous devez conclure ce marché. Ok, donc ça c'est 1989. L'autre événement c'est le sommet soviétique, le sommet sino-soviétique. Qui se déroule entre Yeltsin et Jiang. Et en 1989, nous assistons à un rétablissement de l'amitié entre la Chine et la Russie. Le sommet sino-soviétique de 4 jours s'est tenu à Pékin du 15 au 18 mai 1989. Il s'agit de la première rencontre officielle entre un dirigeant communiste soviétique et un dirigeant communiste chinois depuis la scission sino-soviétique des années 50. La rencontre entre Mikhail Gorbatchev et Zhao Ziyang, alors secrétaire général du Parti communiste chinois, a été saluée comme le rétablissement naturel des relations de parti à parti. Nous assistons donc aujourd'hui à un rétablissement naturel des relations entre la Chine et la Russie. La rencontre au sommet, la première entre les deux pays depuis 1959, est décrite par les deux parties comme marquant le début de la normalisation des relations. Cependant, l'atmosphère intérieure à Pékin était décidément anormale en raison des protestations incessantes. Ils ont dû déplacer leurs réunions à cause des protestations, ce qui a mis la Chine dans l'embarras. La répression donc de la place Tiananmen s'explique également par le fait que la Chine ne pouvait pas se déplacer. Elle était embarrassée, elle ne pouvait pas emmener ses dirigeants en visite vers des lieux touristiques à cause de ces protestations. Et elle ne pouvait pas non plus organiser ses réunions. Donc l'année 1989 a été une année importante pour la Russie et la Chine. Donc tout ce que nous avons fait là, c'est examiner la période qui a précédé le temps de la fin. Nous avons remarqué que la Chine, la Russie, les relations entre les deux étaient aigries jusqu'en 1989 et maintenant elles commencent à s'améliorer. Comme nous le verrons un peu plus loin, Poutine et la Russie et on dit qu'ils étaient les meilleurs amis du monde, en tout cas amis. En tout cas, ça s'est vraiment amélioré. Et donc nous voyons la Chine et la Russie, puis nous voyons la Chine et les États-Unis et l'implication de Taïwan dans cette affaire. Et dans celle de la place de Tiananmen, en fait, ils ont accusé le Parti communiste. Le Parti communiste a accusé Taïwan d'avoir encouragé les troubles qui se sont passés. Et nous voyons aussi comment les droits de l'homme sont présents dans l'histoire de la Chine depuis 1949, qu'il s'agisse du Tibet, de la politique de l'enfant unique ou du massacre de la place Tiananmen. Et nous verrons que cela continue.
Donc, nous allons en rester là pour aujourd'hui et nous reprendrons. La prochaine fois, nous reviendrons en 1991 et 96. Terminons par une prière. Dieu aimant qui est dans les cieux, nous te remercions de nous avoir ouvert les yeux sur les questions qui mettent aujourd'hui le monde à l'épreuve. Seigneur, il fut un temps où nous ne comprenions pas ces choses, mais nous en faisions partie. Et maintenant, nous voyons la brutalité avec laquelle les gens traitent les autres. Aide-nous à prendre ces choses à cœur, non seulement pour voir ce qui se passe dans ces pays, mais également voir ce qui se passe dans les familles autour de nous. Nous savons qu'il y a des leçons à tirer de l'État pour que nous puissions les appliquer à la famille et nous te remercions pour les événements extérieurs qui nous aident à savoir où nous en sommes dans l'histoire. Nous te remercions donc pour cette journée, nous prions pour le reste du sabbat et nous te demandons de nous guider, de nous diriger dans nos études. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci Terry, est-ce que je peux poser une petite question? Oui, juste sur la politique de l'enfant unique, s'agissait-il d'une politique centralisée en Chine ou cela a-t-il été étendu au Tibet et à Taïwan? Ou est-ce qu'elle était simplement centralisée en Chine? Alors, ils ne peuvent pas l'imposer à Taïwan parce que ce pays est autonome. Ça, c'est le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de contrôle sur Taïwan. En ce qui concerne le Tibet, c'était l'une des choses les plus difficiles à mettre en œuvre au fur et à mesure que l'on s'en éloigne, oui. Donc c'était une politique pour toute la Chine, mais dans certains villages reculés, elle était difficile à mettre en œuvre, implémenter. Ce qui se passait, c'est que, en fait, les villageois l'appliquaient eux-mêmes. Donc il fallait vraiment en fait se cacher de ses voisins, parce que les gens portaient de grands vêtements. Il n'y avait rien en tout cas. On pouvait fuir de rien. Je pense donc que c'était fait pour durer. Donc lorsqu'on pense à ce qui s'est passé au Tibet, on se rend compte en fait que c'est la façon dont ils vont traiter les Ouïghours. C'est pas nouveau. Ce qu'ils ont fait aux Ouïghours, en fait, c'est ce qu'ils ont fait aux Tibétains. Mais il était difficile de savoir dans quelle mesure ils pouvaient faire respecter la loi en raison de l'éloignement et des limites, etc. de l'armée également. Can I just ask? Oh, sorry. Ah, désolée Rachel, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je disais en tout cas que j'y réfléchissais. Ah, ok. Non, parce que je pensais justement à ce que Rachel a dit, et le truc c'est que, en fait, ils étaient en train de commettre déjà un génocide à Taïwan. Au Tibet. De toute façon, quoi qu'il en soit. Donc s'ils essayaient de commettre un génocide général, je pense qu'ils essayaient simplement de se débarrasser d'eux de toute façon. Donc j'imagine que cela aurait pu être un autre facteur. Oui, on ne peut pas en avoir de trop en fait. Il faut contrôler la population et on peut le faire par la fertilité. On peut le faire en tirant sur les gens. Mais les manifestations d'étudiants ici, c'est pas ça. On a vu donc la politique de l'enfant unique a réellement affecté les gens au plus profond d'eux-mêmes, bien qu'ils en soient très mécontents. Mais il y avait aussi ce qu'ils appelaient... En fait, où ils arrêtaient simplement les gens. Je crois que c'est la politique de la grève unique, quelque chose comme ça. Si vous avez une carte et si vous avez une faute, et bien vous pouvez être arrêté, exécuté. Donc les gens en fait disparaissent. Comme on le voit dans d'autres pays, on entend parler de gens qui disparaissent dans d'autres pays autoritaires. Et donc il y avait beaucoup de choses dont les gens n'étaient pas satisfaits. Mais oui, en fait, les droits de l'homme sont ancrés dans cette culture chinoise. Et ensuite, on a les efforts déployés pour entretenir de bonnes relations avec la Russie, les États-Unis. Tout le monde veut une économie qui tourne vraiment bien. Et on a besoin de la Chine. Donc les droits de l'homme vont être également négligés. Mais revenons à ta question. C'était quoi ta question?
C'était pas vraiment une question, c'était plus un commentaire sur le fait qu'il me semblait que, comme tu l'avais évoqué, on pouvait contrôler la population en mettant en place des politiques, et ceux qui étaient plus proches du gouvernement central devaient évidemment appliquer ces politiques. Mais dans le cas du Tibet, ils se débarrassaient simplement de la population de toute façon, peu importe d'imposer des politiques, qu'on les abattait, qu'on les tuait, ou qu'on s'en débarrassait d'une autre manière. Oui, un Tibétain sur 6 est mort. C'est un pourcentage élevé. C'est énorme. Et vous savez, c'est toujours pas bon là, hein, mais c'est toujours pas publié ou dit, mais en tout cas... Donc en 1989, le Dalai Lama, je ne l'ai pas dit, mais le Dalai Lama a proposé un accord de paix. Il a envoyé des lettres de demande au gouvernement chinois, qui les a totalement ignorées d'ailleurs. Donc oui, en fait, c'est la loi martiale. Et ils veulent l'autonomie depuis 1950. En 1959, il y a eu la scission soviétique, sino-soviétique. Après ta dernière présentation, je voudrais partager avec le groupe que mon père et sa famille viennent de Chine. Ce sont des Russes, mais ils se sont échappés de Russie en Chine en traversant les montagnes à la fin de l'époque de la Révolution russe, ou en tout cas vers cette période. Et ils se sont installés dans la région ouïghour. Et c'est là que mon père a grandi jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, je crois. 15 ou 16 ans, je crois. Il a grandi donc dans la région ouïghour. Et ensuite, on menaçait de les renvoyer en Russie. Ils ont décidé d'essayer de quitter la Chine. Donc, ils ont déménagé à Pékin pour essayer de quitter le pays. Ils allaient être donc parrainés avec l'espoir d'aller en Australie. Ils sont restés bloqués à Shanghai pendant 2 ans. Parce qu'ils ne pouvaient pas quitter la Chine, en fait. La Chine ne les laissait pas partir. Mais c'est vers 1959, lorsque cette scission s'est produite, que la Chine s'est dit, d'accord, de toute façon, on s'en fiche. On n'a pas besoin de vous renvoyer en Russie parce que nous sommes en colère avec la Russie. Donc on n'aidera pas, en fait, la Russie, on va vous laisser partir. Et ils les ont laissés... en tout cas mes grands-parents et ma famille, à partir en Australie grâce à cette scission. Ça leur a permis de quitter la Chine. Une histoire très fascinante, hein. C'est une époque assez tumultueuse pour vivre le long de cette frontière. D'être en Russie, d'être chinois, ou d'être chinois et d'être russe, d'être en Chine et être russe. C'était très difficile. J'ai entendu beaucoup d'autres récits depuis que vous m'avez raconté cela. Et vous savez, il y a eu des batailles brutales entre eux. On vient de parler, on marque une guerre ici. Mais pendant cette période, il y a eu des batailles entre les villages, les villes. Et certaines de ces villes ont même des musées et des mémoriaux pour les commémorer. Et pour certaines d'entre elles, on n'en parle pas tout simplement parce que c'était tout simplement horrible. Oui, bonjour, ancienne Terry. En référence à Taïwan, je pense que le Congrès et le président ont fait savoir qu'ils défendraient Taïwan si la Chine les attaquait. Donc, où cela va-t-il nous mener ? Avec la déclaration du président Carter, comme quoi c'est une déclaration assez intelligente, comme quoi il a laissé cette question ouverte, et maintenant il montre vraiment quelle est leur position à ce sujet. Donc je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses, parce que ce sont de gros problèmes, ça pourrait causer de gros problèmes. On voit déjà même de l'accumulation en ce moment. Oui, donc on a pu constater que le problème existe depuis 1949. Et on parlera bien sûr de Taïwan davantage au fur et à mesure que nous avancerons, mais je me souviens également que nous avons lu les 10 risques de 2023, et Taïwan c'est un leurre, donc il ne se produira pas rien cette année, et 2024 aura ses propres problèmes.
Mais Taïwan fait partie intégrante de ce tableau pour un certain nombre de raisons. Nous y reviendrons la prochaine fois. Mais oui, je pense que nous pouvons en toute sécurité ne pas nous laisser entraîner par le battage médiatique autour de Taïwan cette année. Nous pouvons nous fier au risque que cela ne se produise pas cette année, mais cela ne veut pas dire, vous savez, que les dirigeants prennent de mauvaises décisions. Qu'a fait Poutine, il est allé en Ukraine, c'est une mauvaise décision. Qu'a fait Elon Musk, il a acheté Twitter, mauvaise décision. C'est ce qui arrive lorsque vous vous entourez de personnes qui vous disent ce que vous voulez vous entendre. Et maintenant qu'elle l'a obtenu, il pourrait prendre une mauvaise décision à Pékin. Mais je doute que ce soit cette année. Mais oui, nous continuerons à nous intéresser à Taïwan au fur et à mesure que nous avançons. Pourquoi c'est si stratégique? Je voulais dire que nous nous approchons de la loi du dimanche, n'est-ce pas? Et c'est le diable qui montre d'une certaine manière ses vraies couleurs à travers l'action des nations qui se préparent ou qui s'apprêtent à le faire? Oui, je pense que c'est en partie le cas. Les nations sont en colère. Et je suppose que nous devons avoir une compréhension assez intelligente de la situation, où il ne s'agit pas simplement de dire « Oh, les nations sont en colère », mais en fait, quelle est l'histoire derrière tout cela? En fait, pourquoi? Parce que derrière tout cela, il y a cette question des droits de l'homme, de l'entraide, ou simplement du pouvoir et du contrôle. Les gens ce qu'on voit dans la Chine communiste, c'est qu'en fait c'est par rapport au contrôle et au pouvoir, au prix de ces personnes. Les gens de la place Tiananmen n'ont jamais pensé que leur propre gouvernement ferait à eux ce qu'ils ont fait aux Tibétains. Non. Mais oui, mais ils l'ont fait. Donc nous allons nous pencher sur le pouvoir de l'État. Et lorsque nous arriverons à 2001 et que nous nous pencherons sur le terrorisme, et ce qu'est le terrorisme, nous nous pencherons également sur ce point. Parce que nous pouvons voir qu'il y a du terrorisme dès le départ. Mais le terrorisme peut être utilisé comme un outil pratique également pour créer la paix. Excuse me, sorry. You continue, Molly. I didn't realize you had. Alors Molly, je savais pas que tu avais fini. Non, non, j'ai fini. Alors, j'allais juste te demander. Alors, c'est assez révélateur. Est-ce que tu pourrais résumer ce que tu as dit par rapport au système patriarcal en jeu lorsqu'on a l'État et tout cela, tous ces gouvernements qui essaient de faire ce qu'ils font, de dicter, comme quoi c'est juste un jeu patriarcal. Et comme vous l'avez dit dans votre prière également, que nous puissions, vous savez, l'appliquer à nous, à nos familles. Alors, est-ce que ça, nous pouvons l'appliquer à notre propre vie? Est-ce que nous pouvons essayer de contrôler les autres ou... Est-ce que ce serait correct? Oui, absolument. C'est du patriarcat. Oui. La façon dont l'État gouverne, s'il ne gouverne pas, on se dirige, en tout cas, s'il ne gouverne pas, on y va. Derrière tout cela, il y a le patriarcat. C'est l'État qui contrôle les gens comme un mari qui contrôle sa femme. Là, nous avons une purge sans fin. Vous vous taisez, vous acquiescez, vous vous taisez, vous vous soumettez. Et on a une bonne affaire ainsi. Je veillerai, je fournirai sur toi, je veillerai sur toi. Mais malheur à toi si tu ouvres ta bouche. Donc, nous voyons la même chose se produire. Il y a la violence domestique à petite échelle et la violence étatique à grande échelle. Et on a les gens qui disent « Ok, pourquoi tu étudies les événements mondiaux ?» Eh bien, en fait, c'est que de la violence domestique à grande échelle, tout ça. C'est pas de la violence domestique, hein, mais c'est une violence à grande échelle. Et toute violence est fondée sur le patriarcat. Thank you. Merci.
Je trouve intéressant ce que tu as dit à propos de la Chine communiste qui est une grande expérience. Il semble que le communiste lui-même semble être une vaste expérience lui-même qui n'a jamais atteint ses objectifs en fait. C'était une tentative d'éliminer l'oppression. Et pourtant, il y a eu des situations aussi graves, sinon pires, que ce qu'ils essayaient d'éviter. Et nous semblons en faire les frais tout au long de la chaîne. On pourrait même finir par dire la même chose de la démocratie. Tout va bien. Si nous pouvons comprendre le communisme et comment est-ce qu'il va mal et tout, nous pourrions comprendre comment la démocratie peut mal finir. Mais oui, oui. Donc la Russie est marxiste-léniniste sous Staline. Et Mao Zedong a adhéré à ce marxisme-léninisme. Donc un marxisme est en quelque sorte un plan économique, en tout cas la façon dont vous allez diriger votre pays. Mais Lénine, c'est la répression. Il représente l'aspect du contrôle. Donc lorsqu'ils vont déstaliniser la Russie, ce qu'ils vont faire, c'est se débarrasser de l'aspect Lénine du pays, pas du marxisme. Et Mao Zedong, lui, veut garder Lénine. Donc c'est là qu'ils vont se diviser parce que la Chine dit qu'il faut avoir les deux. Et ce que fait Poutine, c'est qu'il ramène Lénine avec lui. Et vous avez également le capitalisme. Le capitalisme est également présent. Parce que qu'est-ce qu'ils font sous ces réformes économiques ? Nous en avons parlé la dernière fois, mais nous ne l'avons pas fait cette fois-ci. Mais en 2001, l'OMC a décidé de laisser entrer la Chine. Si elle peut se développer économiquement, elle améliorera ses droits de l'homme. Parce que tout le monde aura de l'argent et sera heureux. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils se contentent de resserrer les rangs. Les dépenses consacrées à la police de l'État sont plus importantes qu'elles n'ont jamais été, parce qu'il faut maintenir la stabilité et le contrôle. Donc oui. Je disais que je pense que la démocratie se dirige déjà vers eux. C'est comme si on devait comprendre en fait la droite pour comprendre la gauche et être capable de le passer au crible. Donc, il faut comprendre, pour comprendre comment fonctionne le communisme, comment fonctionne le communisme nous aider à comprendre comment fonctionne la démocratie. Qu'est-ce que Churchill disait ? Il disait qu'en fait c'était le meilleur de tous les mauvais choix. C'est la meilleure option. Le moindre des deux mots. Le moindre des deux mots. Oui, il a dit très intelligemment. Mais la démocratie est la pire forme de gouvernement jusqu'à ce qu'on la compare aux autres. Et c'est la première. On arrive à la loi du dimanche qui est 2024, qui est la première fois dans l'histoire où nous aurons des élections démocratiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, en Indonésie, peut-être en Ukraine, au Parlement européen, au Mexique et environ 55 autres. Donc il se passe quelque chose d'important en 2024. Et maintenant, nous avons aussi, vous savez, quand vous pensez à 2006, 2014, 2014, qu'est-ce qui a marqué la loi du dimanche en 2014 ? Quelle était la principale chose qu'on avait l'habitude de dire ? Je sais qu'il y avait plein de choses. Qu'est-ce qui
nous a permis de voir 2014 différemment. Parce que personne ne savait ce qu'était la loi du dimanche en 2014. Et ensuite, The time. l'heure, And sharing and stream of information. les deux sources d'information, l'établissement du temps. Oui, à travers qui? 2012 d'abord. Cambridge Analytica. En 2014, Cambridge Analytica, parce que qu'est-ce qu'ils utilisaient? C'est quoi la technologie qu'ils utilisaient? C'est quoi la technologie qu'ils utilisent? Non, ils utilisent pas, ils ne peuvent pas contrôler votre esprit. Ils ne contrôlent pas l'esprit des gens. C'est un peu une erreur, ça. Internet, you mean? L'Internet, ils utilisaient Facebook. Donc maintenant, ce n'est plus Facebook, maintenant c'est l'IA. Vous savez, la technologie s'est améliorée, et donc nous avons toutes ces élections, tous ces moyens d'obtenir des informations différentes sur les gens. On peut voir ce qui se profile donc à l'horizon 2024. Ce sera un véritable gâchis. En Chine, lorsqu'on regarde la Chine, il n'y a qu'un seul État. Il n'y a pas d'élection. Mais nous pouvons quand même apprendre comment ils contrôlent l'information et comment ils contrôlent leur population. Donc il s'agit du communisme, et puis vous savez, on s'intéressera bien sûr à la démocratie. Donc oui. Niveau du temps, est-ce qu'il y a d'autres questions? Me, please. Purging. Par rapport à la purge, vous avez parlé de la place de Tiananmen, mais je vois là la purge également lorsque ils ont introduit la politique de l'enfant unique, hein, la purge de la population, et les résultats, c'est que le patriarcat a dominé en quelque sorte la culture, et les femmes ont souffert beaucoup plus. Est-ce que c'est une sorte de purge sans fin? Suffer a lot more? Is that kind of... Alors la purge sans fin n'a pas pour but de tuer les gens, même si des personnes sont mortes. C'est le fait de contrôler la narration. Il s'agit d'effacer, et je ne l'ai pas vraiment expliqué bien, donc on le recommencera la prochaine fois, effacer le souvenir de la place Tiananmen de l'histoire. Ainsi, elle ne figure pas du tout dans l'histoire de la Chine. Et en fait, on ne sait pas grand-chose à ce sujet. Notre compréhension est assez limitée, et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Lorsqu'ils ont pris des mesures répressives, la prochaine chose est de créer une amnésie. Les États-Unis ont fait ça lorsqu'ils ont largué les bombes sur Hiroshima. On n'y pense même plus aujourd'hui. On n'en parle même pas. Vous faites quelque chose d'horrible et vous créez une amnésie. Et c'est ce que les Chinois ont fait, cette purge sans fin. Il n'y a rien qui ne figure pas dans la conscience des Chinois. C'est même pas présent dans la conscience des Chinois, sauf parmi les dissidents silencieux. Il y a des gens, je veux dire, si vous avez perdu votre fils unique sur la pièce Tiananmen, vous n'allez pas oublier. Vous pouvez être silencieux, oui, mais vous n'allez pas oublier. Et vous pouvez dire peut-être, vous avez un autre enfant ou quoi que ce soit, et peut-être que c'est le cas. On en parle dans les familles, donc il y a des générations de dissidents silencieux qui n'étaient peut-être pas en vie à l'époque, mais on en parle en tout cas dans les familles. Donc la purge sans fin vise donc à créer une amnésie de l'ensemble de l'événement pour qu'on ne s'en souvienne plus. Donc je ne l'avais pas bien expliqué, mais c'est pas forcément tuer les gens. Oui, certes des gens sont morts, d'autres ont été emprisonnés, d'autres ont été torturés, et beaucoup ont dû fuir le pays. Parfait, tu l'as très bien expliqué. Oui, mais dans l'étude, non. Donc maintenant, comme ça, c'est très clair. Donc en fait, c'est pas réécrire l'histoire, c'est plutôt l'effacer. Oui, effacer l'histoire. Il n'y a pas besoin de la réécrire, il suffit que ça ne soit pas passé. En fait, rien s'est produit. Donc en fait, effacer l'histoire, c'est-à-dire que ça ne se produit pas, donc en fait, on n'a rien à se rappeler. Si vous ne pouvez pas le voir, ça ne s'est pas produit.
Il n'y a pas d'image de cette nuit-là. Il n'y a pas de photos. Il y a vraiment très peu d'informations sur ce qui passait le 4 juin. Pardon, la photo de l'homme au char d'assaut ne nous dit pas grand-chose. Même si on l'aime bien parce que, regardez, il y a cet homme qui se tient debout face à ses chars. Mais ça, c'était en plein jour. Ils ne l'ont pas écrasé. Ils ne l'ont pas écrasé même si tout le monde regardait. Ils l'ont fait dans la nuit. Elder Terry, je me demandais simplement avec l'importation des bébés boulangers du monde entier, s'ils n'étaient pas préoccupés peut-être par la pureté de leur race et si le mélange des nationalités pourrait peut-être leur poser problème à l'avenir. Est-ce que des bébés donc mélangés, c'est par exemple vous n'êtes pas un Chinois pur. De toute façon, c'est ce qui se passe le long de la frontière. Il y a une relation entre les Russes et les Chinois. C'est le cas le long de n'importe quelle frontière de ces pays. Ce n'est pas le cas chez nous, c'est un peu différent parce qu'on est une île. Mais oui, je pense, tout ce dont ils ont besoin, en fait, c'est une femme. Cette femme, elle est cambodgienne, c'est un système patriarcal. La lignée de la femme n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est la lignée de l'homme. L'homme est chinois, ses enfants seront chinois. Donc ils ont encore l'idée que les femmes sont un objet. Oui, juste un utérus. Peu importe d'où elles viennent, il y en a tellement en fait. Ici, vous aviez donc les disparus. Ils sont morts, ils ont été tués. Ici en bas, vous avez les disparus. Ils ne le sont pas, ils sont victimes de la traite, elles ne sont pas mortes. Et pourtant, les gens voient leur enfant partir à l'école et ne pas revenir. Ils ne peuvent pas les retrouver. Vous savez, en fait, ce sont de jeunes mariées. Elles ont été enlevées et vendues parce que quelqu'un en a besoin. Il y a des hommes qui ne peuvent pas, 30 millions d'hommes qui ont besoin d'une femme. Et le gouvernement veut qu'ils en aient une. Donc il a des lois. Vous savez que c'est mal. Mais pour assurer la stabilité de la nation, ils doivent faire attention à la manière dont ils appliquent ces lois. Mais pour que les gens s'en sortent. Merci beaucoup pour cet éclairage, j'apprécie. Donc je passe la main à Chris et pour la prochaine fois, ce sera la partie 2. J'en serai ravie, je vous remercie. Merci Terry, c'était une très belle étude. Merci Terry.